phare, c'est les entretiens de personnalité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Tina Robiol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des études de la Grande École. Et puis, nous sommes également avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes étudiante en première année du programme Grande École. On va commencer avec vous, Tina, sur ces entretiens de personnalité. Première question très simple, comment ça se déroule un petit peu l'entretien ? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir cette opportunité de présenter cette étape qui est très importante dans notre parcours d'admission et à laquelle on dédie un temps particulier dont on pourra parler après. Et donc, j'encourage les candidats et candidates qui nous regardent à s'y préparer et donc on a cette occasion de vous donner un peu plus d'informations sur cette étape importante. Alors, en termes de la manière dont ça s'organise, il y a 2 temps. Un premier temps qui est le plus long, on va dire, qui est vraiment une conversation libre qui s'opère entre les membres du jury et le ou la candidate, qui se basera notamment éventuellement sur des points qui auront été abordés par la personne, donc le candidat ou la candidate, dans un questionnaire qu'on lui demande de remplir au préalable. Et dans ce temps-là, en fait, on essaye d'évaluer certaines qualités, comme la capacité à bien communiquer, à son ouverture d'esprit, sa curiosité, ou voilà, ouverture sur le monde, mais aussi son potentiel en termes de leadership, sa connaissance de soi, et puis bien sûr sa motivation pour notre école et ce programme. Dans un deuxième temps, c'est quelque chose qu'on va faire qui est appelé la mise en situation. C'est pas quelque chose qui se fera nécessairement de manière systématique, mais c'est la plupart du temps ça a lieu. Et ça aussi, on pourra en dire un petit mot après. Eh ben, on y revient dans quelques instants. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous parler des membres du jury? Qui a-t-on en face de soi quand on passe son entretien de personnalité? Oui, donc on a 3 personnes dans le jury. Une première personne qui est un membre du corps professoral ou de la direction pédagogique de l'école. On a aussi une personne qui est professionnelle, donc le plus souvent c'est un ancien ou une ancienne de l'école, donc diplômé. Et la troisième personne aussi très importante, c'est un étudiant ou une étudiante en fin de parcours. Ces 3 personnes, le choix qu'on fait en fait de ces profils est important puisque on a envie d'avoir une diversité de perspectives de la part des membres du jury. Et c'est vrai que ces profils-là y contribuent. Quelle est la durée de cette épreuve? 45 minutes. Donc ça, c'est 45 minutes. Oui. Et comment justement ça va se découper entre la discussion libre et puis la petite phase de mise en pratique? Alors, la mise en situation, c'est quelque chose qui généralement dure 10-15 minutes grand maximum. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous disais, le plus gros de l'entretien, ça va être la partie de conversation libre que je décrivais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous évaluez exactement dans cet entretien de personnalité? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est les capacités de prise de parole publique? Est-ce que c'est le fait d'avoir une vision de ce qu'on a envie de faire après, de pouvoir raconter son parcours? Qu'est-ce qui est regardé? Alors, c'est un peu tout ça. Alors, ce que ça n'est pas, je pourrais peut-être commencer par ça, c'est que ça n'est pas un examen sur des compétences, je veux dire des connaissances, d'accord. On est vraiment là, comme son nom l'indique, sur la personnalité et la motivation du candidat. Donc, on va essayer d'évaluer en fait le potentiel de développement de la personne, puisqu'on sait qu'on l'apprend vraiment à un moment assez tôt en fait dans sa parcours académique et sa carrière, et aussi la cohérence qu'il peut y avoir entre son profil, son projet et la culture de notre école, nos valeurs. Est-ce que ça commence par la traditionnelle phrase? Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut avoir préparé? Alors, ça peut. Parfois, certaines personnes le commencent de cette manière. Ce ne sera pas forcément la phrase, mais c'est vrai que de manière assez traditionnelle, dans les premières minutes, on va donner la parole au candidat pour se présenter. Donc c'est bien de préparer quelques phrases d'introduction. C'est important pour notamment se sentir plus à l'aise dans cette première phase un peu qui peut être difficile du fait de l'anxiété que cette situation crée. Mais voilà, ce qui est important, c'est ne pas non plus faire quelque chose de trop long, puisque le but est vraiment surtout de faire une introduction et d'engager cette conversation dont je parlais tout à l'heure. Donc on ne rentre pas dans tous les détails de sa scolarité, de toutes les expériences qu'on a faites. On laisse aussi l'opportunité au jury de nous poser des questions sur ce qu'on va pouvoir mettre en avant. Oui.
On est jeune quand on passe cet oral, on n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience. Est-ce que vous attendez des élèves, des étudiants, d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir peut-être déjà découvert le monde professionnel, ou est-ce qu'on peut être un peu novice dans ces univers et venir avec quelque chose de moins construit dans cet espace-là? Alors, je vous remercie pour cette question parce que je pense que c'est très important de souligner le fait de deux choses. La première chose, c'est que c'est un entretien qui est fait déjà dans un cadre de bienveillance. Et c'est une instruction qu'on donne aux membres des jurys qui est très importante. Donc l'objectif est de mettre à l'aise le candidat pour qu'il ou elle soit dans les meilleures conditions possibles pour partager avec nous ce qui est important pour lui ou elle, son projet, sa motivation. On n'est pas là pour le piéger et donc voilà, donc ça c'est très important. Deuxième chose, c'est qu'on est complètement conscient, et là aussi je voudrais rassurer les personnes qui nous regardent, du fait que c'est pas, on conçoit que c'est pas à ce moment-là de notre vie qu'on a forcément un parcours très précis ou un projet très précis en tête pour ce qui nous attend après donc une grande école. Donc ne pas avoir un projet très précis est complètement acceptable et normal. On peut en avoir un, on ne va pas nous en tenir rigueur, mais ne pas l'avoir, voilà, ce n'est pas un souci. Par rapport aux expériences que vous demandiez, alors, de la même manière, comme la personne est jeune, exactement comme vous le disiez, c'est aussi normal de ne pas avoir eu énormément d'expériences, que ce soit de voyage, professionnel, etc. Et parfois, je sais que certains ou certaines candidates sont un peu anxieux parce qu'elles n'ont pas eu ces opportunités. Et ces opportunités, elles ne les ont pas eues aussi peut-être parce que du fait de leur âge, mais aussi du fait de leurs ressources. Et donc, la diversité, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, on va d'autant moins en tenir rigueur si quelqu'un n'a pas eu toutes ces expériences-là. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, dans ce que j'ai vécu, quelles sont les expériences qui m'ont permis ou permise d'arriver là où je suis aujourd'hui et me permettent de savoir un peu mieux ce que je veux faire et de me connaître mieux. Et ne pas avoir peur, en fait, de s'appuyer sur des expériences très communes, voilà, qui ont l'air anodines, mais tout sera dans la manière, en fait, de les exploiter, de les présenter. Ça peut être quoi, par exemple, comme expérience un peu commune, mais qui est une expérience associative, par exemple, une expérience de travail qu'on a pu avoir en prépa avec des camarades. Ça peut être des choses, même un projet qu'on a fait en famille. Vous voyez, tout ce qui vous permettra de mieux vous connaître, de pouvoir dire aujourd'hui, bah voilà, moi je sais que je prends un exemple, le travail avec le collectif, c'est quelque chose qui fait que dans lequel je m'épanouis. Et donc ça m'a donné des idées par rapport à ce projet. Et donc si on revient à l'idée du projet, je disais qu'il n'est pas obligé d'avoir un projet précis, mais par contre, ce qu'on attendra, c'est de pouvoir avoir une réponse à la question « Pourquoi l'ESSEC ?» Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera utile dans n'importe quel type d'entretien, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir répondre à la question « Pourquoi l'ESSEC ?» il est important d'avoir quand même une vision de l'endroit vers lequel on veut se diriger, donc peut-être un secteur en particulier qui nous intéresse ou un type d'organisation ou une fonction de l'organisation. Et ensuite, de démontrer qu'on s'est intéressé à ce que l'école a à offrir, qui peut permettre d'arriver à cet objectif. Et donc, de démontrer la motivation de cette manière. Une tentation qu'on peut avoir dans cette typologie d'entretien, c'est d'inventer, d'extrapoler, d'étoffer un petit peu son parcours, de mentir en fait. Est-ce que c'est des choses qui se détectent au sein du jury si on invente des expériences? Oui, alors je pense qu'on a plus à y perdre qu'à y gagner. Et donc je déconseillerais cette pratique, absolument. Notamment parce que dans les valeurs qu'on a et qui sont importantes pour notre école, il y a l'honnêteté intellectuelle. On n'est pas les seuls d'ailleurs, heureusement. Et donc, quelqu'un qui va s'inventer un projet ou une passion, quelque part, il y a quand même de grandes chances que quelqu'un, dans les membres du jury, s'y connaisse un petit peu peut-être sur ce sujet. Et pas pour l'idée de piéger, mais dans une idée justement de cette conversation où on veut en apprendre un peu plus, on va aller justement creuser ce sujet. Et donc si c'est quelque chose qui est inventé et qu'on n'a pas vraiment bien préparé, parce que c'est pas vraiment sa passion, ça risque d'être révélé. Et là, ça va être difficile
de sortir un peu de cette situation. Ça peut être par exemple si on dit qu'on est fan de cinéma mais qu'on est incapable de nommer des films qui sont sortis, des choses comme ça. Par exemple. Ou voilà, on est fan, je ne sais pas moi, du secteur automobile et qu'on dit que voilà, c'est notre passion et c'est le secteur dans lequel on veut travailler. Et dans le jury, on aura quelqu'un qui a fait toute sa carrière chez PSA et qui va du coup poser des questions un peu importantes sur le secteur pour essayer de mieux comprendre pourquoi cette passion, etc. Et puis le candidat pourrait avoir du mal à répondre. Donc on peut s'attendre à des questions assez précises sur les éléments qu'on va donner. Finalement, tout ce qu'on donne, c'est autant de biscuits derrière qui peut être utilisé par le jury. Et donc c'est la raison pour laquelle la préparation de cet entretien est importante, dans un sens où, justement, si vous avez ces 2-3 pistes d'intérêt que vous voulez partager avec le jury, que chacune de ces pistes soit étayée d'exemples très précis et argumentée de manière précise. Et donc, vous avez préparé ces éléments-là en amont, absolument. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un travail de préparation. Qu'est-ce que vous conseillez de faire pour se préparer? C'est se replonger sur son parcours, aller peut-être sur le site aussi de l'ESSEC pour voir les différentes filières, les différents cours qui peuvent correspondre. C'est ça qu'il faut faire? Alors, il y a ça. Et puis, comme je disais, la motivation généralement peut venir, et c'est ce qui généralement fonctionne le mieux, ça vient de la vision qu'on peut se créer de l'avenir. Donc, si on a une idée, même si elle est vague, même s'il y a 2-3 idées, qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose de très précis, mais au moins on a ces idées-là. Après, voilà, on fonctionne en remontant le fil et en disant, ok, si je veux aller, je ne sais pas moi, travailler... alors excusez-moi, j'allais prendre des exemples qui ne sont pas forcément toujours très communs dans un parcours après une grande école, mais aujourd'hui ça s'ouvre de plus en plus. Mais voilà, par exemple aujourd'hui on parle de plus en plus de transition écologique et sociale, quelque chose qui est très important pour notre école, ou bien de responsabilité sociale de l'entreprise. Bon, si c'est ça qui est ce vers quoi on a envie de tendre, c'est intéressant d'aller ensuite voir sur le site de l'ESSEC qu'est-ce que l'école fait dans ce sens-là et quelles sont par exemple la chaire ou la filière qui serait intéressante de suivre dans le cadre de ces études. Une autre chose qui me semble aussi importante à faire, qui peut aider dans la phase de préparation, c'est le fait aussi d'échanger avec ses proches, avec des gens qui sont dans un secteur qui nous attire de manière un peu informelle, pour justement avoir une meilleure notion de quel est ce secteur, quels sont les métiers possibles, et que voilà, ça permet d'affiner un petit peu le projet. Mais à l'inverse, est-ce que si quelqu'un arrive avec un projet qui paraît trop parfait, trop réfléchi, trop construit, ça peut être un handicap? On peut se dire, bah tiens, il a trop... C'est l'orientation et la cohérence. Je pense que la cohérence, c'est ce qui est le plus important. Donc être cohérent dans ce qu'on présente et d'arriver à décrire la logique qu'il y a derrière les arguments et les idées qu'on propose. Bon, c'est une question à laquelle je sais que vous allez répondre non, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a un profil type d'étudiantes et d'étudiants qui réussissent l'entretien? Non. Non, et heureusement. Heureusement, puisque comme je le disais juste avant, la diversité est quelque chose qu'on valorise absolument. Et donc, on ne cherche pas un type de profil en particulier, mais voilà, des profils multiples. Comment on fait si on a un naturel plutôt timide? Est-ce qu'il faut essayer d'en faire plus, de sortir, ou est-ce que ça peut être aussi voilà, une compétence, d'avoir une forme de fragilité, de timidité, où il faut quand même essayer de se faire, entre guillemets, violence pour parler au jury? Alors, on ne pourra pas se changer, donc je pense qu'il faut faire les choses de manière à toujours pouvoir être à l'aise en face des personnes qu'on a en face de nous. Donc quelqu'un qui est plutôt introverti ne va pas devenir extraverti du jour au lendemain, et se faire violence veut dire que la personne ne sera pas à l'aise en fait pendant l'entretien, et donc ça n'est pas quelque chose de bon pour cette personne. Donc par contre, étant donné qu'on valorise des aspects justement de capacité de communication, on va avoir besoin d'un minimum, et c'est la raison pour laquelle je pense que les entretiens blancs, dont Chloé va probablement parler, qui sont proposés dans les prépas, sont très utiles pour ça, justement. Et j'encourage les candidats ou les candidates à y participer. Est-ce qu'il peut y avoir des questions qui sont liées à l'actualité? C'est possible, mais ce sera toujours lié à la conversation.
Comme tout à l'heure, vous parliez du cinéma. Si quelqu'un dit qu'il est passionné de cinéma, on va peut-être lui évoquer avec la personne le Festival de Cannes, parce que c'est l'actualité du mois de mai. Mais on va pas, voilà, ça n'est pas un test de connaissance. Donc, mais par contre, vu que l'ouverture sur le monde est quelque chose qu'on valorise, si au travers des questions, dans le cadre de cette conversation libre, on est amené à poser des questions d'actualité qui, normalement, vu le sujet sur lequel le candidat nous a amené, devrait être connu, c'est sûr que ce sera problématique. Donc, dans la préparation, pareil, anticiper que si on dit qu'on est passionné de géopolitique, d'une région en particulier du monde, il vaut mieux savoir ce qui s'y passe. Voilà, exactement. Et est-ce que on peut attendre des candidats des prises de position sur des faits d'actualité, sur des engagements, des visions du monde, de la société? Est-ce que le jury va l'encourager? Est-ce que le candidat peut se permettre de prendre des positions affirmées sur certains sujets? Ou est-ce qu'il faut garder une certaine forme de neutralité dans la conversation qu'on a avec le jury? Alors, la consigne qui est donnée au jury, c'est de ne pas aller poser des questions sur justement les tendances politiques des candidats, etc. Maintenant, si le ou la candidate souhaite présenter ce genre de points, c'est sa liberté, et tant que c'est fait de manière cohérente avec le reste des propos, on va pas lui en tenir à nouveau rigueur de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être, comment dire, dans ce qu'on peut donner comme exemple personnel, de passion? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, qui seraient peut-être trop triviales, je sais pas, parler de séries télévisées ou de choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter ou tout peut être dit? Encore une fois, tout peut être dit à partir du moment où c'est cohérent avec le propos et le projet. Donc je pense que c'est toujours un peu peut-être le critère à avoir en tête, c'est ces exemples que je vais donner, servent-ils au mieux ma cause, qui est la présentation de mon projet et de ma motivation pour ce programme. Vous parliez tout à l'heure de la mise en situation, donc il ne faut pas s'inquiéter si le jury commence à nous lire une mise en situation, ça arrive assez régulièrement. Oui. Comment ça marche? Alors, c'est quelque chose de très succinct. On va lire donc une situation donnée au candidat. Et on va lui demander de réfléchir à cette situation. Donc, il y a un certain nombre d'exemples qui sont disponibles et par exemple, je peux vous en donner un. Vous êtes président des Mardis de l'ESSEC, une association donc à l'école qui anime des débats tous les mardis, comme son nom l'indique, et on est mardi matin et l'invité du jour, donc c'est généralement une personnalité de différents secteurs, assez souvent secteur politique, annule sa venue. Que faites-vous? Et donc, le candidat va devoir essayer de réfléchir et de donner une solution à cette situation, à cette problématique qu'on lui pose. Le conseil qu'on donne dans ces cas-là, c'est ne pas hésiter à prendre des notes, à poser des questions de clarification si besoin au jury. Ça permettra peut-être aussi de voir un petit peu l'angle vers lequel le jury peut tendre. Et aussi, une chose qu'on va finalement, il n'y a pas de réponse unique possible, mais ce qui est recherché, c'est les compétences que j'ai listées tout début, et aussi la logique, en fait, l'esprit d'analyse. Donc, ne pas hésiter, une fois qu'on a pris quelques notes et qu'on a réfléchi, donc on a pris son temps et quelques secondes, on peut faire du silence, c'est OK. Ensuite, commencer à réfléchir à haute voix, en se disant, alors, voyez, dans ce cas-là, j'imagine que, et donc, peut-être que si je vais, voyez. Faire des hypothèses plutôt que d'être dans une solution toute prête et assurée, quoi. Exactement, et surtout, le cheminement vers la solution, le rendre ouvert et audible au jury, pour qu'il puisse aussi écouter et entendre cette manière de réfléchir qui, pour nous, est un élément très intéressant aussi de personnalité. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur la gestion du silence. C'est vrai que la discussion est à bâton rompu, mais si une question nous demande de la réflexion, on peut prendre le temps de dire voilà, je vais y réfléchir. Comment on le fait, ça? Alors,
Absolument. Je pense que parfois on a tendance, alors ça dépend des cultures, mais ici on peut avoir tendance à avoir peur du silence et à se dire qu'on est en train de perdre un peu la face si on ne parle pas tout de suite. Mais à partir du moment où on l'explique en disant alors vous savez là sur ce que vous me demandez, laissez-moi juste un instant, ou voilà, ça peut aussi être entendable. Et encore une fois, comme nous sommes dans un cadre bienveillant, on ne va pas tenir rigueur à quelqu'un qui se dit que voilà, là, il a besoin de prendre quelques notes ou de réfléchir, surtout dans le cadre de cette mise en situation. Il peut y avoir des questions pièges ou déstabilisantes dans le cadre de cet entretien? Alors, normalement, non. Mais quelqu'un peut ressentir une question comme une question piège si il est en train d'inventer, par exemple, une passion, ou vous voyez. Donc, ce ne sera pas en fait la volonté du jury ne sera pas de piéger la personne, mais elle pourra se sentir piégée si justement elle s'est mise elle-même dans cette situation complexe qui vient du fait que voilà, elle n'a pas été vraiment honnête sur ses propos. Est-ce qu'une partie de l'entretien peut se faire dans une autre langue? Non. D'accord, c'est qu'en français. Oui. Pendant l'entretien. Il y a des oraux de langue dont on va parler dans quelques instants. Pour mesurer cet aspect-là, donc absolument. D'accord. Quelle posture on adopte face au jury quand on a, enfin c'est tout bête, mais est-ce que quand on arrive dans la salle, faut aller serrer la main de tous les membres du jury, ou est-ce que comment ça se passe un petit peu? Alors ça, encore une fois, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun, et c'est encore une fois quelque chose où le plus important c'est de se sentir à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, généralement, pour serrer la main des gens autour de nous, on ne va pas forcément tendre le une faire. main. Voilà. Donc c'est voilà. Je crois qu'il faut trouver un équilibre entre ce qui nous met à l'aise et quelles sont les convenances peut-être de ce type de cadre et de naviguer entre les deux. Comment on fait quand on est stressé, parce que c'est quand même un petit peu stressant, pour pas être trop fermé? Quel est le bon conseil à avoir le jour J? Alors, encore une fois, c'est un conseil qui est difficile à donner parce que toutes les personnalités, en fonction des personnalités, tout n'est pas simple. C'est vrai que d'avoir de regarder les membres du jury, je pense que c'est important. C'est pas forcément quelque chose qui peut rendre tout le monde à l'aise à faire, mais c'est important parce que dans le langage non verbal des personnes que vous aurez en face de vous, il y a aussi des informations. Si par exemple vous êtes en train de parler depuis longtemps, parce qu'on encourage quand même aussi la concision. Ça peut se voir en fait dans le langage non verbal. Ils vont pas forcément vous interrompre pour vous dire là maintenant vous parlez de ça depuis 5 minutes, c'est trop long. Ils vont pas forcément le dire comme ça. Mais on peut le sentir. Mais on pourrait le sentir. Donc surtout, je pense qu'il faut essayer de penser à regarder ses interlocuteurs. Voilà, le sourire, ça peut aider, mais voilà, si c'est pas votre personnalité de sourire, ça peut pas être forcément évident. Donc c'est une question qui n'est pas forcément avec une réponse unique. Et puis, un dernier point sur la tenue vestimentaire. Est-ce qu'il y a des prérequis? C'est une question qui travaille beaucoup les candidates et les candidats. Il y a des choses qui sont attendues d'un point de vue de la tenue vestimentaire? Alors, encore une fois, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre une tenue dans laquelle on sera quand même suffisamment à l'aise et la tenue qui peut être imaginée pour ce genre de rendez-vous. Donc, voilà, short et basket, on sait bien que ce ne sera pas quelque chose qu'on attend. Il faut avoir une tenue correcte et après on estime ce qu'on peut appeler tenue correcte et ce dans laquelle on se sent à l'aise. Je reviens vers vous dans quelques instants, Tina Robiol, avec les questions du chat que vous pouvez continuer à nous envoyer. Évidemment, avant ça, Chloé, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes étudiante en première année, donc le concours est assez frais dans votre esprit. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous raconter votre parcours avant de rejoindre l'ESSEC? Alors, moi, je viens de Paris. J'ai fait toute ma scolarité à Paris avant d'intégrer Grand-Champ, où j'ai passé 2 merveilleuses années qui m'ont permis d'avoir la chance d'être admissible, puis admise à l'ESSEC, du coup cette année, en 2023. Et voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. On va se replonger dans cette période des oraux. Quel était votre état d'esprit? Comment vous abordiez cette période? Alors déjà, il y avait une forme de soulagement, parce que la période des écrits était passée. C'était quelque chose qui était fait et plus à refaire, donc ça c'était une bonne chose. Mais il y avait quand même une certaine difficulté, parce que c'était
une période de flou. On ne sait pas ce à quoi on peut prétendre encore. Donc je suis de tout cœur avec les candidats aujourd'hui. Qui sont dans l'attente encore. Qui sont dans l'attente. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est un nouveau défi de commencer ces périodes de préparation aux oraux, parce que c'est un exercice qui est absolument totalement différent, qui demande d'autres qualités. Vous avez été testé sur les compétences, sur les connaissances. Maintenant, ça va être plus l'aspect humain et l'aspect que vous dégagez à travers des échanges. Donc je pense que c'est un exercice très intéressant parce que ça permet à certaines personnes de sortir du lot et de jouer toutes les cartes qu'ils ont dans leurs mains. Comment vous vous êtes préparé à cet entretien? Alors plusieurs points. Tout d'abord, je me suis renseignée sur l'école en rapport avec mon profil. Donc l'idée, c'est de trouver ce qui peut dans l'école faire sens avec notre profil, notre personnalité, mais aussi nos aspirations. Par exemple, je pense à un cursus, à une filière, à une chaire. Pourquoi pas un double diplôme? Ce sont des choses qui peuvent être mises en avant, mais je pense que c'est pas indispensable d'en parler pendant un entretien de personnalité. Et ensuite, la partie la plus importante, je pense, c'est de faire une réflexion aussi sur soi, de remettre en perspective tout ce qu'on a accompli depuis qu'on existe finalement, et aussi de savoir ce qu'on veut en dire, mettre en valeur les bons aspects. Et ça, c'est un travail qui est essentiel parce que le jour J va être amené à pouvoir interroger sur certaines parties du discours qui a été proposé à la présentation, qui est une sorte de bande-annonce de qui on est. Donc je pense que c'est très important de faire un petit retour en arrière et de réfléchir à ce sur quoi on veut insister. Et enfin, peut-être, oui, suivre l'actualité. C'est quelque chose qui peut permettre de sortir du lot et de montrer qu'on est, même si on est en prépa, on a travaillé dur des manuels, on arrive quand même à avoir une certaine ouverture et à pouvoir cultiver aussi des intérêts différents. Et ça serait quoi vos conseils pour réussir cet entretien quand on arrive devant le jury, quand on est lâché dans le grand bain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà sourire, ouais. c'est important. Ça permet déjà de se rassurer soi-même et de rassurer le jury pour montrer qu'on est à l'aise. Aussi le conseil important, c'est, je pense, de garder une certaine authenticité, de se rappeler que si vous êtes admissible, c'est pas par hasard, et que aussi vous avez encore toutes les chances de prouver que vous avez votre place à l'ESSEC. Et c'est, je pense, ce que le jury va tester, c'est l'adéquation entre votre personnalité et l'école, ses valeurs, ses propositions de parcours. Et le plus important, c'est de montrer vraiment cette forme de cohérence dans le discours qu'on va formuler. Et si vous pouviez parler au vous du passé qui allait faire cette épreuve il y a quelques mois maintenant, qu'est-ce que vous vous conseilleriez? Qu'est-ce que vous vous diriez que vous auriez pu faire différemment? Non, je pense que je suis arrivée bien préparée, je suis arrivée sereine, j'ai pas énormément de travail non plus parce que c'est quand même de la réflexion, c'est quand même plutôt des moments, pas de révision intense, c'est vraiment du travail sur soi, du travail de mise en forme plutôt. Donc non, je ferais exactement la même chose, bien s'entraîner. Je pense que je me suis peut-être pas assez entraînée avec des amis, ça peut se faire avec des amis, avec des parents, avec des gens de notre entourage, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir ce qui est cohérent dans ce qu'on dit, et aussi de voir où est-ce que on est un peu trop flou dans ce qu'on raconte, où est-ce que ça marche pas trop de dire telle ou telle chose, ça intéresse pas plus ou moins de personnes. Enfin, c'est aussi pas mal de choses à tester avant, je trouve, pour garder le cœur de notre personnalité, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire en 45 minutes. Merci pour ce beau témoignage. On va passer aux questions du live que vous pouvez continuer à nous envoyer. Une première question. Combien de temps exactement doit durer l'introduction du candidat dans l'entretien? Est-ce qu'il y a un temps délimité ou est-ce que c'est plutôt libre? Non, c'est libre. D'accord. On va rien mesurer, que je rassure. Il n'y a pas quelqu'un qui a un chrono qui vérifie 4 minutes 50? Non. Mais comme on le disait, le faire de manière quand même succincte, pour que ça devienne très vite une conversation, en fait. Et on a tout intérêt à ça, parce que plus vite tout le monde sera à l'aise, et plus vite cette conversation deviendra un peu sur un ton informel, qui permet aussi de réduire l'anxiété du candidat. C'est dès la présentation qu'on peut raconter pourquoi on a choisi l'ESSEC, pourquoi on se retrouve et qu'est-ce qui nous intéresse dans l'école. C'est ça qui peut lancer. En fait, c'est un peu le moment où on lance les sujets dont on a envie de parler par la suite. Alors, si justement on a bien préparé et qu'on réussit à faire une introduction concise,
dans laquelle on trouve les points clés qu'on aimerait aborder dans la conversation, là, on a vraiment déjà gagné beaucoup de choses. Parce que, comme vous dites, cette introduction va donner matière à rebondir pour les membres du jury. Et donc, c'est vous qui avez la main dans cette introduction. Et donc, en mettant ces points déjà sur la table, vous orientez plus facilement la conversation vers les choses sur lesquelles vous avez envie de parler. Donc, d'où l'intérêt de le préparer. Mais, encore une fois, ne pas être trop long dans cette introduction. On nous demande également sur le chat, est-ce qu'il faut apporter des documents le jour de l'oral pour appuyer la présentation, un CV par exemple? Non. D'accord. Le jury dispose, vous disiez déjà tout à l'heure, d'une fiche de présentation qu'on a remplie à quel moment? Donc, au préalable, dans les jours qui précèdent, donc le service des admissions le fait parvenir aux candidats et il doit être renvoyé donc en ligne avant que l'oral ait lieu. Qu'est-ce qui contient ce questionnaire? Quelles sont les questions auxquelles on répond? Tu veux dire? Oui, je vais essayer de me souvenir, mais c'est des questions plutôt classiques. L'origine, d'où il me semble quelques questions basiques sur qui on est finalement. De quel établissement on vient Ça, je suis pas sûre. Non, je pense pas. D'accord. Les sujets qu'on désire aborder, nos intérêts, les passions, ce qu'on fait de notre temps libre. Et aussi, il me semble qu'il y a une rubrique sur les sujets qu'on ne veut pas aborder, qui peut être utile pour certains candidats qui ne désirent pas aborder certains D'accord. Et ça témoigne justement de ce cadre bienveillant dont je parlais tout à l'heure. Puisque on peut tout mettre dans les sujets qu'on ne veut pas aborder? Oui. D'accord. Ouais. Et le jury a la consigne de ne pas aborder. C'est pas pénalisant de mettre, par exemple, j'ai pas envie de parler d'économie, Alors, ça pourra poser question dans une école de management. Donc, encore une fois, si on met ce genre de choses, il faudra peut-être l'argumenter. D'accord. Mais généralement, c'est pas ce genre de sujet que des candidats mettraient. Ouais. Ça peut être quoi comme sujet La religion, par exemple. Moi, j'avais mis les crypto-monnaies, par exemple, parce que j'avais peur d'être coincé sur un... Enfin, ça peut vraiment être des petites choses, je pense. J'avais pas envie d'être coincé, mais je pense que parfois, ça peut être des sujets familiaux ou des sujets plus personnels que les candidats. Donc, il n'y a eu aucune question sur les cryptos? Absolument pas. Vous avez investi dans le Bitcoin depuis? Non, je refuse. J'y comprends rien. Quels sont, Chloé, vos tips pour préparer les oraux, vos petits conseils là, pour celles et ceux qui nous regardent dans cette dernière ligne droite, s'ils sont déclarés admissibles? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire de faire? De garder la tête froide, parce que là, c'est le moment de convertir de l'admissibilité à l'admission. Donc, il faut garder la tête froide, s'entraîner et se mettre à la place de quelqu'un qui a l'ESSEC aussi, ça peut être une bonne idée pour avoir une vision à l'intérieur, discuter avec des gens de l'ESSEC actuellement. Ça peut aussi donner des petites pistes pour comprendre de l'intérieur l'école. Et je pense que aussi il faut souffler, parce que déjà, si vous êtes admissible, c'est une très bonne nouvelle. Et après, il faudra juste parler de vous et c'est quand même relativement un bon moment. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Tina Robiol, d'avoir été avec nous pour nous parler de ces entretiens de motivation.